Dans l'actualité ce soir, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes est en marche désormais. Les guichets de réception des dossiers de demande de financement sont opérationnels. Constat d'une de nos équipes dans ce journal. À Bobo-Dioulasso, par contre, les malades de la drépanocytose attendent toujours l'opérationnalisation du centre de prise en charge. Ouvert depuis 2016, le centre ne fournit pour le moment que des informations. Il manque de tout, nous dira notre reporter sur place. Et puis une vague de cyberattaques rappelant le mode d'action du virus WannaCry en mai a frappé ce mardi simultanément des entités majeures en Ukraine, en Russie, mais également partout dans le monde. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, 4 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit de celui du Japon au Burkina, celui de l'Inde, l'ambassadeur de Zambie et celui du Rwanda. Le film de la cérémonie avec Alidou Badini et Ismaël Sirima. Le tapis rouge de la présidence a déroulé pour recevoir 4 ambassadeurs pour la présentation de leur lettre de créance. La première est apportée par Tamotsu Ikezaki, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, auprès du Burkina avec résidence à Ouagadougou. Titulaire d'une licence en économie, Tamotsu Ikezaki était précédemment le consul général du Japon à Marseille. Le second à fouler le tapis rouge de la présidence est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde auprès du Burkina, avec résidence à Accra. Birinder Singh Yadav, titulaire d'une maîtrise en ingénierie, a servi dans les missions diplomatiques indiennes en Russie, au Kazakhstan et auprès de l'UNESCO. Monsieur Singh est marié et père de 2 enfants. Fort d'une longue expérience dans le domaine des mines, la Zambie veut forger de nouvelles relations de coopération avec le Burkina. D'où l'envoi de Solomon Jerry comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja. Solomon Jerry est policier de formation et membre du conseil d'administration de l'Université de Zambie. Stanislas Kamanzi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda auprès du Burkina, a bouclé la présentation des lettres de créance de ce jour. Avec résidence à Abuja, M. Kamanzi, marié et père de 2 enfants, est titulaire d'un master en environnement et développement. Dans l'actualité ce soir, l'unité de coordination et de gestion du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes a initié des visites sur des sites de réception des dossiers de demande de financement. L'objectif étant de s'enquérir l'opérationnalisation des guichets implantés à cet effet. Au constat, l'affluence semble celle des grands jours, nous dit ici Roger Kam et Aimé Solange Guigma. Logés dans les 5 fonds nationaux de financement, à savoir les fonds d'appui au secteur informel, aux initiatives des jeunes, à la promotion de l'emploi, aux activités rémunératrices des femmes et le Fonds burkinabé de développement économique et social, ces guichets sont opérationnels depuis hier à Ouagadougou. Ouverts dans le cadre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, ils doivent permettre de financer 30 000 micro-projets. La réception des dossiers s'effectue au Palais Omnisport Ouaga 2000, au Musée national, à la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané et à l'INGEPS. Pour le moment, on donne notre quitus en disant que c'est une belle initiative parce que ça va permettre un peu de résoudre un peu les questions du chômage. Pour faire la demande de financement de 100 000 francs CFA. Avec cet argent, j'entends renforcer mon commerce de balais, d'arachide et du charbon. De notre côté, on est dessus parce qu'on nous a dit que ça va débuter hier, le 26. Aujourd'hui, nous sommes venus à 5 h du matin. À 5 h, vous voyez, la population, c'est de 18 à 35 ans qui sont alliés. Même une seule fille n'ont même pas encore donné à personne. Une rupture de fiche qui se justifie par l'engouement et qui trouve solution quelques instants après avec l'arrivée de nouvelles fiches. Par exemple, entre hier et aujourd'hui, le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ a reçu pratiquement 2500 promotionnels. C'est-à-dire, ça c'est Ouaga seulement. Donc vous voyez déjà l'engouement
l'intérêt que les gens portent pour ce projet. Il nous avait été également signalé le problème des handicapés. C'est vrai que je suis en train d'oublier, mais nous avons résolu ce problème. Et vous savez, les handicapés, nous avons fixé un taux d'intérêt de 0%. Donc vraiment, il faut qu'ils viennent pour profiter de cela. C'est rare, 0%, c'est rare. Bon, je dirais même que c'est une première. L'objectif du programme est de promouvoir l'auto-emploi des jeunes et des femmes et favoriser leur insertion socio-professionnelle. Les guichets sont ouverts jusqu'au 5 juillet prochain. Comment élaborer une budgétisation sensible au genre? La question est au centre d'une réflexion en cours au ministère de la Promotion de la Femme. Le département a réuni ce 27 juin des planificateurs pour une formation à cet effet. Le point avec Tangaroubert Kafandou. Prendre en compte le concept genre dans le budget, c'est l'un des objectifs visés par cette formation des acteurs et actrices de la planification de la budgétisation sensible au genre dans la loi de finances 2018. Pendant 3 jours, il sera question, entre autres, d'expliquer le concept genre et de discuter de ses implications. La budgétisation sensible au genre, c'est l'opportunité pour les professionnels de la planification budgétaire de pouvoir cerner tous les contours de la problématique et veiller à ce que tous les aspects en lien avec le genre soient pris en compte dans leur planification. Pour nous, c'est un outil qui nous permettra de lutter contre toutes les inégalités et toutes les disparités liées au genre. L'objectif clé de cette session de formation, c'est le renforcement des capacités de tous les spécialistes du système de la planification budgétaire. Cela concerne les directeurs de l'administration des finances, qu'on appelle couramment les DAF, les directeurs de marché public, les DMP, et également les directeurs généraux et directeurs généraux des études et statistiques sectorielles. Au terme de cette rencontre, les participants devraient être capables d'appréhender les enjeux de l'intégration du genre dans le budget et de mettre en application les connaissances acquises. La formation est prévue pour se tenir en 2 sessions, la présente qui prend fin le 30 juin prochain et une deuxième du 3 au 6 juillet 2017 à Ouagadougou. De leur côté, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PNDS se forment sur l'initiative à résultats rapides. Une formation qui va les permettre de mieux suivre les actions du PNDS sur le terrain. C'est à Koudougou que ces participants se sont retrouvés pour leur conclave. Des détails avec Zalissa Sanfo et Fabrice Nébier. Ces acteurs de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS affûtent leurs armes pour un sans faute. C'est une formation sur les initiatives à résultats rapides. Ils devraient donc acquérir ici tous les outils nécessaires pour agir de façon concrète, là où il le faut et comme il le faut, pour que les objectifs fixés par l'État burkinabé avec le PNDS soient atteints. L'objectif de renforcement de capacité des acteurs de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social à l'utilisation donc de cette approche dite initiative à résultats rapides. Donc c'est une approche innovante. On a l'espoir que ce projet permette de faire des bonds dans la mise en œuvre de quelques actions phares. Culture de résultats, voici le maître mot de cette formation. Et convaincu que c'est seulement par cette voie que les pays pourront mieux exécuter tous leurs programmes, la Banque africaine de développement a décidé de financer l'initiative. Tout le monde au Burkina Faso n'a Dieu que pour le PNDS, donc ces outils-là devront permettre au PNDS, aussi au secrétariat permanent de suivre les résultats au jour du jour du PNDS. Et ce sera notre satisfaction parce que son succès bénéficiera à toute la population. Pendant 5 jours, plusieurs coachs vont les aider à s'approprier la méthodologie de l'initiative à résultats rapides. Toutes choses qu'ils devraient appliquer à leur retour pour une réussite totale du PNDS. Et puis à l'Assemblée nationale, les défenseurs des droits humains ont le sourire. Ils disposent désormais d'une loi qui les protège au Burkina Faso. La loi définit le statut, les droits et les obligations. L'ambiance de l'adoption avec Issaka Ouedraogo et Zoubaviel David Abiri. À l'unanimité, les 98 députés présents à cette plénière adoptent la loi portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. Le projet de loi porté par le gouvernement
vise à prendre des mesures permettant aux citoyens lanceurs d'alerte, blogueurs et autres activistes défenseurs des droits humains de disposer d'un cadre juridique dans l'exercice de leurs activités, et ce, conformément aux dispositions internationales. Nous avons un certain nombre de personnes, soit individuellement ou collectivement, qui défendent les droits humains quotidiennement. Vous avez les droits humains, vous avez les droits économiques et sociaux, les droits civils et politiques. Et dans leur travail, ils peuvent souvent faire l'objet d'agressions, ils peuvent souvent être empêchés. Donc, les Nations Unies demandent aux États, pour permettre à ces personnes, soit individuellement ou collectivement, de mieux mener leur action, qui est très important pour l'État de droit, de prendre des mesures de protection. Donc ce que nous venons d'adopter comme loi, il ne s'agit pas de nouveaux droits. Il s'agit de mesures qui doivent permettre à ces gens-là d'avoir un environnement propice à l'exercice de leurs activités. Toutefois, cette loi ne saurait être, selon le ministre René Bagoro, une immunité pour les acteurs exerçant dans le domaine des droits humains. La loi prévoit quand même des garanties. D'abord, la loi dit de façon générale que les défenseurs des droits humains, ils doivent exercer leurs activités dans le cadre des lois et règlements. C'est-à-dire dans les cadres de lois et règlements, ça veut dire qu'ils doivent exercer leurs activités de sorte à ne pas porter atteinte aussi à la réputation ou agresser des ennemis. Donc, ils le font tout en respectant les lois de la République. Et vous avez vu qu'il y a aussi des obligations, quelques obligations qui sont mises dans la loi pour amener les défenseurs des droits humains à se comporter comme tout bon citoyen. Cette loi comporte 6 chapitres qui définissent entre autres le statut, les droits et les obligations des défenseurs des droits humains. Elle situe également la responsabilité de l'État dans la protection des défenseurs des droits humains, des membres de leur famille et des témoins. Développer des offres et contenus éducatifs de proximité adaptés aux besoins des populations pastorales et nomades, la coopération suisse conduit dans 7 pays africains un programme participatif. Une première phase a permis de former des apprenants dans des métiers pastoraux. De quoi s'agit-il exactement? On essaie de comprendre avec Mamadi Ouedraogo. Venus de 7 pays africains, ces acteurs et leurs partenaires révisent leurs mécanismes de lutte pour la promotion de l'éducation de base et de la formation professionnelle des populations pastorales mobiles. Cette rencontre de Fadang Gourmand marque le lancement de la mise en œuvre effective de la deuxième phase du programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales en zone transfrontalière. C'est un programme qui vise à renforcer la coopération transfrontalière entre les États sur des questions d'éducation. Ces offres éducatives sont vraiment des offres qui sont des offres de proximité et qui développent des contenus ou des programmes directement liés aux défis ou aux besoins des éleveurs. Pour les promoteurs, la première phase du programme exécuté en 2011 a connu un succès et cette deuxième phase s'inscrit dans la même dynamique avec de nouveaux défis. Tous les apprenants de la première phase sont maintenant en phase de formation professionnelle dans les métiers pastoraux. Désormais, ils vont partir dans d'autres phases, dans d'autres métiers, comme l'entrepreneur pasteur, et comme le facilitateur endogène en milieu pastoral, et comme aussi le médiateur social. Il serait bien que les collectivités locales participent à la pérennité et à la gestion de ces programmes. Financé par la coopération suisse, ce programme intervient dans 7 pays africains, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Togo. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES assure la coordination des activités de ce programme. La mise en place de la commission ad hoc de supervision de l'appurement du passif foncier au Burkina Faso fait des gorges chaudes dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. En cause, le choix d'un membre de la commission. Il lui est reproché par cette association. Que lui reproche-t-on exactement? Des réponses avec Zoubavier David Avilé. La mise en place de la commission ad hoc en charge de l'appurement du passif foncier urbain, une pomme de discorde entre les habitants de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Le choix porté par certaines associations de l'arrondissement sur la personne de Omar Bagar n'est pas du goût de tout le monde. En témoigne la sortie à une date récente de 2 associations contestataires qui mettent en cause sa légitimité. Face à cette situation, les partisans de Omar Bagar montent ici au créneau pour lui témoigner leur soutien. Lors de la rencontre au niveau de la mairie
de l'arrondissement numéro 7, M. Bara Omar, fut retenu par l'ensemble des associations comme représentant du secteur 30. M. Bara Omar a été candidat éligible pour 2 raisons. Premièrement, il est secrétaire général du réseau Novos National. Deuxièmement, il est le vice-président de l'association Namanagam Sanga. Le vote fut remporté par M. Bara Omar. Parmi toutes les associations présentes, le jour des votes, 2 ont marqué leur désaccord face à cette élection. C'est l'association de M. Bara Isaka et celle de M. Ninkema Maturé. Bara Isaka trouve qu'ayant travaillé avec l'ex-maire Séraphine Ouedraogo, il devait être à cette place. À cette conférence de presse aux allures de meeting, les habitants de l'arrondissement 7 ont répondu présents. Et pour Omar Baga, cette mobilisation est le symbole de sa légitimité. La population qui m'ont soutenu ces jours veut montrer que ce n'est pas moi-même qui a proposé pour d'être candidature, mais c'est eux-mêmes qui m'ont proposé. Pour rien, c'est les gens même qui voient que si tu es devant d'eux, tu peux régler leurs problèmes. Et les conférenciers du jour de lancer un appel aux autorités administratives pour un traitement diligent de cette affaire, gage de cohésion sociale dans l'arrondissement 7. Le 19 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette année, le thème de cette journée est dépistage précoce de la drépanocytose, une porte d'entrée pour une prise en charge efficace de la maladie. À Bobo Dioulasso, le volet prise en charge, c'est ce qui fait le plus défaut. Un centre existe depuis 2016, mais n'est pas totalement fonctionnel. Mais pourquoi le centre ne fait pas de la prise en charge? Les réponses avec Moussa Sanou, sur place à Bobo. Centre secondaire d'information et de prise en charge de la drépanocytose des hauts-bassins. Cette structure est un projet du CID, le comité d'initiative contre la drépanocytose. Elle est située au sein du CRTS, le centre régional de transfusion sanguine de Bobo Dioulasso. Inauguré officiellement en septembre 2016, mais depuis, à part le volet information, rien ne fonctionne. Pour le moment, nous mettons l'accent surtout sur la sensibilisation. Nous travaillons beaucoup, nous avons beaucoup sensibilisé la population. Et l'année passée, nous sommes également allés hors de la ville, dans 2 communes rurales, celle de Béni et de Bama. Mais pourquoi le centre, comme son nom l'indique, ne fait pas de la prise en charge? Interroger ses responsables explique qu'il s'agit tout simplement de manque de moyens. À nos jours, nous avons seulement une secrétaire. Et pour le moment, le plateau technique n'est pas totalement bien équipé. Nous n'avons pas assez de matériel pour prendre en charge les malades. Également, nous n'avons pas de médecins et d'infirmiers pour la prise en charge des malades. Et face à ces difficultés, le centre secondaire d'information et de prise en charge de la drépanocytose de Bobo Dioulasso n'a d'autre choix, continuer seulement à informer et à sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie en attendant l'arrivée de moyens pour faire de la prise en charge. Ce n'est pas une situation souhaitable, mais bon, comme il faut intervenir auprès des autorités pour qu'on puisse nous détacher, par exemple, un médecin ou un infirmier, bon, ça, ce n'est pas une chose facile. Bon, la demande est là, mais jusqu'à présent, bon, ce n'est pas encore exécuté. Bon, ça fait que vraiment, c'est dommage. Un appel à lancer, c'est vraiment demander aux autorités, à l'hôpital, de mettre à la disposition du centre des médecins, des agents soignants pour la prise en charge, la consultation des malades. Également le soutien en matériel. Au Burkina, la drépanocytose constitue un problème de santé publique. Des données estiment que sur 100 000 nouveau-nés, 600 sont des porteurs du trait drépanocytaire S. Toujours en santé, le taux de prévalence de la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre est très élevé et constitue même un problème de santé publique. Selon les spécialistes, elle nuit au développement de l'enfant et entraîne une baisse de la productivité. C'est pour lutter contre le phénomène dans ces régions d'Afrique que l'UNICEF a réuni des parlementaires de 24 pays pour une immersion. Les informations fournies avec Maïmouna Traoré.
L'Afrique de l'Ouest et du Centre constituent avec l'Asie du Sud les principaux foyers de la malnutrition. C'est un problème de santé publique qui touche un enfant sur 3 au Burkina Faso et plus de 165 millions d'enfants dans le monde. Elle affecte le développement physique et psychologique de l'enfant, nuit à la productivité et entraîne une baisse du produit intérieur brut, 7% au Burkina Faso. Comme vous l'avez vu sur les diapositives, on parle d'un enfant qui est relativement bien proportionné mais qui est trop petit pour son âge. Et on sait déjà que son cerveau est impacté, qu'il aura donc des difficultés à réussir à l'école et puis au fur et à mesure qu'il va grandir, il aura des difficultés à devenir un adulte productif. Il faut que les mamans soient bien nutries, qu'elles travaillent moins, qu'elles soient suivies pendant leur grossesse et qu'elles accouchent déjà dans de bonnes conditions. Et ensuite, pour les 2 premières années de vie, il faut que l'enfant reçoive des soins réguliers. Il faut qu'il vive dans un environnement sain. Il faut que l'enfant soit stimulé. La nutrition a une dimension multisectorielle. L'UNICEF et ses partenaires sollicitent alors l'implication des parlementaires pour une prise en compte de la nutrition dans les programmes de développement. Ce phénomène souterrain, rampant qui est la malnutrition, est à combattre avec des moyens et des moyens colossaux. C'est pourquoi nous saluons la présence aussi des donateurs. Nous devons saisir cette opportunité au Burkina Faso pour construire des stratégies multisectorielles, impliquer tous les acteurs pour que nos enfants puissent bénéficier de ce soutien et qu'ensemble nous puissions éradiquer la malnutrition dans notre pays. Il est attendu des participants un diagnostic de la situation en Afrique de l'Ouest et du Centre et des recommandations concrètes qui permettront l'élaboration de stratégies pour une meilleure lutte contre la malnutrition. En culture, le carnaval dodo à Ouagadougou, cette troupe était en compétition dans des disciplines comme la danse et le chant dodo. Le carnaval a connu son apothéose ce 25 juin à la Maison du Peuple en présence de Vincent Tiendrebego. La troupe Ratamalagré du secteur 1 de Ouagadougou, championne de la compétition du carnaval dodo 2017. Un carnaval qui a mis en compétition plusieurs troupes pour un spectacle au plaisir du public, mobilisé à la Maison du Peuple. Nous avons repris le carnaval, bon, c'était à nos ancêtres bien avant cela, avec pratiquement 45 ans et cela se fait à la Maison du Peuple ici. Voilà, nous avons commencé dans la cour du Mogo-Naba et actuellement nous sommes à la Maison du Peuple. Chaque année nous récidivons. Bon, je pense que cette année, bon, c'est l'une des meilleures en tout cas. La salle était comblée. Si vous arrivez à réunir autant de monde qui aime une chose, c'est que vraiment le pari est gagné. Lancé depuis 1972, le carnaval dodo tient depuis ses promesses chaque année. Et pour ses promoteurs, leur souhait est de voir cette manifestation inscrite dans de grands événements culturels comme la SNC, la Semaine nationale de la culture. À l'étranger, une vague massive de cyberattaques rappelant le mode d'action du virus WannaCry en mai a frappé ce mardi simultanément des entités majeures en Ukraine, en Russie, mais également partout dans le monde, perturbant le fonctionnement des banques, des aéroports et des entreprises. Regardez. Les panneaux d'affichage de l'aéroport de Kiev hors service, des banques ukrainiennes à l'arrêt. C'est le résultat d'une vaste cyberattaque qui a frappé simultanément ce mardi l'Ukraine et la Russie avant de se propager au reste du monde. Le réseau informatique du gouvernement est lui aussi touché. Au total, ce sont près de 80 entreprises qui ont été visées dans ces deux pays, ainsi que des structures gouvernementales. Aucun lien officiel n'a encore été établi entre ces différentes attaques, mais plusieurs entreprises font état d'un virus faisant apparaître une demande de rançon de $300 sur l'écran de leurs ordinateurs. En Russie, Rosneft, l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, s'est dit victime d'une attaque puissante, mais a assuré que sa production n'avait pas été interrompue. Le transporteur maritime danois Maersk a lui aussi été visé, tout comme le géant publicitaire britannique WPP et l'industriel français Saint-Gobain. Et puis, impopulaire dans son pays et à l'étranger, arrivé à la Maison-Blanche il y a seulement 6 mois, Donald Trump accuse une impopularité et un manque de confiance record dans de très nombreux pays du monde.
En moins de 5 mois, l'élection de Donald Trump a considérablement terni l'image des États-Unis à l'étranger, selon une enquête d'opinion menée par le Pew Research Center. Le centre de recherche américain a interviewé près de 40 000 personnes réparties dans 37 pays. Le résultat est net, 49% des personnes interrogées ont désormais un avis positif sur les États-Unis contre 64% à l'époque de Barack Obama. La récente tournée internationale de Donald Trump n'y a rien changé. Dans 26 des 37 pays sélectionnés, les sondés jugent majoritairement Donald Trump dangereux et arrogant, une tendance de fond observée chez les alliés traditionnels des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Union européenne, du Canada, de l'Australie ou de la Corée du Sud. Globalement, la confiance accordée au nouveau président américain a brutalement chuté à 22% contre 64% d'avis positifs sous l'ère Obama. Sans surprise, c'est en Israël et en Russie que Donald Trump y obtient les meilleurs avis. Malgré toutes ces critiques, 41% des sondés considèrent que les relations entre les États-Unis et leur pays d'origine resteront stables ces prochaines années. Donald Trump, President of the United States. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mardi, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Dans la presse, le bureau politique national du MPP, réuni ce week-end à Ouagadougou, nous rapporte aujourd'hui au Faso. Une occasion donnée au président du parti, Salifou Diallo, de dénoncer encore les revendications tous azimuts et l'incivisme montant au Faso. Le MPP est solidaire des revendications dignes et justes des travailleurs de l'État, mais nous nous démarquons radicalement des revendications putschistes visant la déstabilisation des institutions démocratiques. Propos de Salifou Diallo, rapporté par le journal. Programme d'urgence pour le Sahel, que le dromadaire annoncé n'arrive pas avec une bosse cassée, titre le pays, à propos de cette mesure du gouvernement d'investir 400 milliards de francs CFA en 5 ans dans le Sahel. Une situation qui se comprend, selon le journal, car de la précarité des régions, le cas du Sahel semble prononcé. Et le journal de suggérer 3 principes qui doivent gouverner la mise en œuvre de cette mesure. D'abord, il faut mettre un point d'honneur à la tenue de cet engagement. Ensuite, faire preuve de transparence dans la passation des marchés. Et enfin, associer les populations bénéficiaires dans l'identification des projets. L'Observateur Palga commente le procès des biens mal acquis, ouvert le 19 juin dernier à Paris, contre des personnes de pouvoir dans certains pays d'Afrique centrale. Que la justice française ait le droit ou non de juger des responsables africains, la vie dispendieuse des personnes incriminées laisse songeur dans des pays où l'énormité des richesses contraste avec la situation des millions de citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté, déplore le journal. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.